Je crois à la valeur de la famille. Je crois qu'elle est la première cellule de notre société. C'est elle qui unit les êtres, qui donne la vie aux enfants. C'est elle qui aime, qui éduque, qui réconforte, qui accompagne les coups durs, qui suscite les plus beaux moments de l'existence. Si je demandais à chacun d'entre vous quel est le souvenir le plus important, le plus rayonnant de votre vie, je ne pense pas que vous me parleriez de votre dernière promotion professionnelle, de votre compte en banque ou de l'achat de votre appartement. Non, je pense que vous me parleriez du visage de vos parents, de votre mariage, des premiers pas de vos enfants, du dernier Noël passé avec tous les vôtres. Investir dans la famille, c'est investir dans l'affection et dans l'avenir. Et cette cause est d'autant plus sacrée que notre société est par ailleurs dure et qu'elle est bien trop souvent centrée sur des valeurs qui sont des valeurs futiles. La famille est le refuge. Et à juste titre, les familles demandent de l'État et des politiques qui soient moins intrusifs dans la vie des foyers, mais en revanche plus exigeants pour défendre des principes que tous les parents responsables enseignent à leurs enfants. Je veux parler de l'honnêteté, du mérite et de la morale. Les familles ne demandent pas l'impossible aux gouvernants. Elles leur demandent juste l'essentiel. Le respect de leur intimité, l'ordre pour les protéger de la violence, une bonne éducation, des perspectives d'emploi, et puis bien sûr, des conditions favorables pour vouloir et avoir des enfants. Depuis 50 ans, on peut dire que notre politique familiale a été une réussite. Elle a donné aux femmes la possibilité de mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale, et elle nous a permis d'avoir une natalité forte. Nous devons tout faire pour maintenir un taux de fécondité robuste, parce qu'un pays sans enfants, c'est un pays sans futur. La moyenne par couple dans notre pays tourne à peine autour des 2 enfants, et elle est en train de descendre en dessous. Le goût, le choix du 3e enfant doivent être favorisés, encouragés. La famille nombreuse doit être encouragée, elle ne doit pas être pénalisée. Je veux prendre l'engagement devant vous de maintenir l'enveloppe financière consacrée à la famille, quelles que soient nos contraintes financières. Je veux rétablir l'universalité des allocations familiales, parce que toutes les familles ont droit à ces allocations familiales. Parce que je crois qu'il est juste d'aider les classes moyennes qui paient l'impôt, je veux relever le quotient du plafond familial et je veux mettre ainsi fin à la surimposition fiscale dont les classes moyennes ont été victimes, en particulier depuis 4 ans. Parallèlement, je veux que nous poursuivions les efforts pour améliorer l'accueil de la petite enfance et ainsi permettre aux femmes de concilier vie familiale et vie professionnelle. Je veux favoriser la diversité des modes de garde et respecter les choix des familles. Comment ? Eh bien d'abord en simplifiant les normes et les contraintes réglementaires. Il ne s'agit pas évidemment de remettre en cause la sécurité des enfants, non. Il s'agit d'éviter les réglementations inutiles, les réglementations tatillonnes, les réglementations qui au fond aboutissent au résultat inverse de celui qui est poursuivi. Ainsi, par exemple, les maisons d'assistants maternels permettant de regrouper des assistants maternels souhaitant exercer leur profession en commun constituent une formule souple, innovante, sur laquelle d'ailleurs Caroline Cayeux vient de faire au Sénat un rapport d'information. De même, l'enveloppe des aides fiscales et sociales consacrée aux aides pour les particuliers employeurs doit être accrue, sanctuarisée. Il est essentiel de garantir sur tous ces sujets la stabilité fiscale pour que les familles puissent s'engager, avoir un projet d'avenir et ne pas voir ce projet remis en cause à chaque vote de budget, à chaque décision court-termiste des gouvernants. Et naturellement, je veux insister sur ce point, l'une des plus grandes libertés que nous avons en France et pour laquelle nous avons été nombreux à nous battre pour la maintenir, c'est la liberté de l'enseignement. La liberté de l'enseignement, c'est d'abord la liberté des parents de choisir l'école de leurs enfants.
l'école publique ou l'école privée. Mais c'est aussi l'obligation pour l'État de permettre cette liberté en rémunérant les maîtres des écoles privées sous contrat et en ne limitant plus à 20% le nombre des classes financées. Le gouvernement veut aujourd'hui entamer cette liberté en substituant un régime d'autorisation à un régime de déclaration pour les établissements qui ne sont pas sous contrat. Je veux dire clairement que nous n'accepterons pas que le gouvernement porte atteinte d'une manière ou d'une autre à la liberté d'enseignement, parce que c'est une liberté fondamentale que nous devons défendre de toutes nos forces. La politique familiale doit prendre avant tout en considération l'intérêt des enfants. Ça n'était clairement pas la priorité de Madame Taubira. Eh bien, ça sera la mienne. J'étais contre le mariage pour tous et je l'ai combattu au Parlement. Je sais que notre société a évolué. Je sais que l'amour transcende les critères de la biologie. Je ne juge personne et je respecte toutes les tendresses. Mais n'en déplaise à certains, le cycle de la vie est poussé par l'union des femmes et des hommes et on ne m'ôtera pas de l'idée que rien n'est mieux pour un enfant que d'avoir un papa et une maman. Oui, j'étais contre le mariage pour tous, mais j'ai toujours dit, avec franchise et sans jamais changer de position, qu'on ne pourrait pas abroger ce projet. Je ne veux pas provoquer dans le pays une nouvelle rupture sur le mariage, avec de nouvelles divisions. Mais j'ai également toujours dit qu'il fallait revoir la question de la filiation et donc procéder à une réécriture de la loi Taubira sur l'adoption. Nous devons nous interroger sur les conséquences de la loi sur l'établissement de la filiation et le droit des enfants de connaître leurs origines, donc l'identité de leurs parents biologiques. Sans remettre en question le principe de l'adoption par les couples de même sexe, je veux poser la règle selon laquelle la filiation ne peut être établie de manière exclusive qu'à l'égard de deux personnes de sexe différent. En d'autres termes, il faut se poser la question de l'évolution du statut de l'adoption, qui distingue aujourd'hui une adoption simple, sans conséquence sur la filiation, et l'adoption plénière qui entraîne une nouvelle filiation, remplaçant la filiation d'origine. Mon seul souci dans ce débat, c'est l'intérêt de l'enfant. Et puis pour moi, il y a deux lignes rouges infranchissables. Il y a celle de l'assistance médicale à la procréation, qui doit être strictement réservée aux couples hétérosexuels stériles, et celle de la gestation pour autrui, qui doit être strictement interdite. La GPA, c'est une marchandisation intolérable du corps de la femme. Louer le corps d'une femme pour avoir un enfant, c'est une dégradation de notre conscience humaine. Malheureusement, cette pratique est autorisée dans certains pays, dont les États-Unis, et dont certains États européens. Eh bien, moi je vous le dis, c'est une croisade éthique qu'il faut livrer sur ce sujet. Si j'étais en charge de la France, je conduirais une action au niveau international en faveur de l'interdiction de cette pratique. Et je commencerai par rassembler les pays européens pour qu'ils adoptent des législations restrictives et des législations qui pénalisent la GPA. Et ma conviction, c'est qu'il y a aujourd'hui un noyau dur de pays européens qu'on peut entraîner dans cette direction et qui ensuite pourront permettre de faire ensemble que sur l'ensemble du continent européen, nous ayons cette interdiction de la GPA. Je veux évoquer un autre sujet qui concerne la famille. De la même manière, j'ai pris l'engagement de maintenir le pouvoir d'achat des retraites. C'est un élément fondamental de la justice sociale en direction de nos aînés. Mais moi, je ne fais pas dans la démagogie. Je ne fais pas comme la gauche qui fait des promesses à nos anciens qu'elle est incapable de tenir vu l'allongement de la durée de la vie. J'ajoute que nous sommes dans un pays étrange qui n'a pas les moyens, ou en tout cas qui peine
à financer les retraites de ses citoyens, mais qui ne se pose aucune question quand les fonds de pension de nos amis anglo-saxons rachètent par pans entiers l'économie française pour financer les retraites de nos voisins de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un pays qui marche sur la tête. En 30 ans, nous avons gagné 10 ans d'espérance de vie supplémentaire. 85 ans pour les femmes, 79 pour les hommes. Dans 15 ans, nous aurons sans doute gagné entre 3 et 4 années supplémentaires. Eh bien moi, je veux assurer aux Français des retraites dignes de leurs efforts. Et de ce point de vue-là, le passage de l'âge de la retraite à 65 ans en est la condition. Tout autre langage n'est que mensonge et lâcheté. Notre société prend de l'âge, mais les 65 ans passés, on n'est pas vieux, on n'est pas hors du coup. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'évolutions dans l'organisation de notre société à imaginer pour faire place à cette évolution simplement de l'âge de nos concitoyens. Et puis il y a la dépendance. C'est un enjeu considérable des années à venir. C'est un enjeu pour ceux qui arrivent au bout de leur chemin. C'est un enjeu pour les familles qui doivent soutenir un être cher. C'est un enjeu pour notre société qui ne doit pas fermer les yeux devant la vérité de la vie. J'encouragerai la généralisation d'une couverture assurantielle privée sur une base volontaire et facultative, mais avec de fortes incitations fiscales. Parce qu'il n'est pas question pour moi de créer un cinquième risque, qui serait surtout un cinquième déficit. Le financement de la recherche contre la maladie d'Alzheimer doit être une priorité. Plusieurs mesures permettront par ailleurs de mieux accompagner les personnes dépendantes au quotidien, et notamment l'harmonisation du processus d'instruction et d'octroi de l'allocation personnalisée d'autonomie. Seule une politique volontariste en direction des personnes handicapées, dans l'esprit de la grande loi de 2005, voulue par Jacques Chirac, nous permettra de réaliser une société solidaire, reconnaissant à chacun sa place et sa dignité. Mieux prendre en compte le handicap dans la tarification à l'activité des établissements de santé ou la médecine libérale doit permettre d'offrir des soins plus adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Il faut amplifier l'accueil des élèves en situation de handicap dans les écoles ordinaires, parce que la différence d'un enfant, c'est une richesse pour les autres enfants, et réciproquement. Il faut renforcer la formation des auxiliaires de vie. Nous devons aider et mieux accompagner les aidants familiaux, qui doivent bénéficier de périodes de répit, de soutien extérieur. Et puis bien sûr, nous devons combler notre retard pour les établissements d'accueil, tant pour les enfants que pour les adultes. Il y a aussi tout l'enjeu de la mise en œuvre de l'accessibilité, les transports, les logements. Nos concitoyens handicapés doivent trouver des solutions pour les aider. Je veux dire à ce sujet, pour revenir à la responsabilisation des citoyens, que dans les petits gestes de la vie courante, la première des aides, c'est évidemment chacun d'entre nous. Parce que la fraternité n'a pas besoin de loi. L'accessibilité doit progresser, mais elle ne doit pas signifier un empilement de normes impossibles à atteindre. Il faut un travail en commun avec les associations de personnes handicapées, les élus dans les collectivités territoriales et les promoteurs immobiliers. Il faut du bon sens plutôt que de la réglementation. Et puis il faut mettre le paquet pour améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Mes chers amis, notre société est traversée de malaise, suicides, troubles mentaux, autisme. Bien des familles sont brutalement frappées. Il faut développer nos politiques de prévention. Prévention et aussi sanctions contre la drogue qui intoxique notre jeunesse. Le paradoxe dans notre pays, c'est qu'on fait, à juste titre, des grandes campagnes contre le tabac, contre l'alcool, mais pas grand-chose contre la drogue. Pire, le message de ce gouvernement est ambigu puisqu'il autorise l'ouverture des salles de shoot. Eh bien moi je dis stop à ce silence et à cette ambiguïté. La drogue est un fléau, c'est un fléau qui se combat et qui se soigne. De plus en plus, je vois des familles monoparentales. Je vois des femmes seules avec des enfants, souvent touchées par des situations de pauvreté et d'exclusion extrême. Le regard de ces enfants fait mal. Comme le disait Geneviève de Gaulle-Anthonioz, je la cite, « Lutter contre l'humiliation, croire que l'homme a une valeur, c'est ce qui nous sépare de la préhistoire. Dès le début de mon mandat,
je ferai voter une loi portant plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, qui sera la charte de l'engagement collectif sur tous les fronts de la pauvreté. Cette loi portera en particulier sur la nécessaire refonte des aides sociales, dans une allocation sociale unique, destinée à apporter la simplicité, la lisibilité, l'équité et l'efficacité de notre système. Elle procédera également à une remise à plat de la chaîne de l'intervention sociale en France. Cette nécessaire refonte de nos politiques se justifie à mes yeux par la nécessité d'accorder à chaque personne, à chaque famille en difficulté, une attention humaine, une attention qui soit respectueuse de ses parcours de vie comme de son histoire propre. Je veux d'ailleurs à ce sujet rendre hommage aux mouvements associatifs, aux associations familiales, aux associations caritatives, aux associations de défense des intérêts de toute taille et de toute sensibilité. Pour les avoir souvent rencontrées, pour avoir beaucoup travaillé avec elles, en particulier dans mes fonctions d'élu local, je sais que sans elles et sans leur action, la France serait plus déchirée, elle serait plus abîmée qu'elle ne l'est déjà. Voilà, mes amis, la feuille de route que je propose aux Français pour relancer notre politique familiale et pour ne laisser personne au bord du chemin.